Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a procédé hier au lancement de l'extension de la couverture au réseau des télécommunications à Dalala, dans la région de Kita. Le projet est réalisé par l'AGEFO en collaboration avec les opérateurs téléphoniques et l'AMRTP. 8000 personnes sur place bénéficient désormais d'une couverture téléphone et Internet. Le budget 2024 de l'ORTM adopté lors de la 51e session du conseil d'administration montant 12 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les administrateurs ont donné leur accord pour la mise en œuvre des grilles radio et télé 2024 et le projet de programme d'activité de la même année. Les travaux étaient donc présidés par le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Et puis, l'actualité sportive, c'est le duel Djoliba Athletic Club Stade Malien de Bamako ce samedi. En 4e journée en retard du championnat national de Ligue 1, la rencontre est prévue au stade du 26 mars à partir de 16h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a procédé hier au lancement à Dalala, dans la région de Kita, de l'extension de la couverture réseau des télécommunications. Il s'agit pour les habitants de cette localité et ses environs de bénéficier d'une couverture en matière de téléphone et d'Internet pour environ 8000 personnes. L'AGEFO est le maître d'œuvre de cette réalisation à laquelle ont concouru les opérateurs téléphoniques et l'AMRTP, Dalala et environ sont à présent connectés au réseau, mais demeure l'épineuse question de la route envoyée spéciaux à Dalala, à Luceni Touré, à Liu Touré. C'est par un hélicoptère de Fama, puis par une route des plus caoteuses que le Premier ministre a rallié la localité de Dalala. L'accueil a été à la hauteur de l'espoir suscité par le projet. Abou Sidibé, maire de la commune rurale de Sirakoro. Nous y avons cru. Voilà que le réseau de communication de la GEFO est enfin installé à Dalala et dans les confins de Birgo. Et c'est pourquoi l'événement qui nous réunit est d'une importance capitale. Il met fin à plus de 30 ans d'attente. L'agence de gestion du Fonds d'accès universel, dont la mission principale est d'assurer la couverture réseau des territoires ruraux ou ceux éloignés, s'investit inlassablement dans cette quête. C'est dans ce cadre que se situe le lancement du présent projet d'extension de la couverture réseau dans la commune rurale de Sirakoro. Une opération que l'on doit en grande partie à l'opérateur Move Africa Mali,
mais aussi à tous les autres opérateurs télécoms et à l'AMRTP. Boubacar Sako, directeur général de l'AGEFO. Les attentes de nos populations sont nombreuses, mais elles sont raisonnables. Et il nous revient à nous, AGEFO, de monter en puissance pour servir l'espérance des Maliens. Demain, nous sommes certainement attendus ailleurs. Les demandes déjà ne cessent de nous parvenir pour montrer que nous ne devons plus nous tromper de chemin. De façon spécifique, il s'agit d'offrir un meilleur service téléphonique aux couches sociales qui sont mal desservies. À terme, ce projet d'extension permettra de connecter plus de 8000 usagers. L'extension continue car s'inscrivant dans une politique de rapprochement des services aux usagers. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Le président de la transition rappelle à tous les instants que le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Donc chaque membre du gouvernement, dans son domaine, résout les problèmes des populations à la base. Et ici à Dalala et dans la région de Kita, il y avait un très grand problème. Les populations n'avaient pas la communication. Les gens montaient sur les arbres, ils montaient sur les toits. Les communications empêchaient les populations de travailler comme elles voulaient. Donc conformément aux orientations du chef de l'État, le conseil d'administration de l'AGEFO, avec l'accord bienveillant de tous les autres membres, a donné de nouvelles instructions à l'AGEFO. C'est dans le cadre de ces instructions qu'aujourd'hui cet organisme se déploie dans tout le Mali pour amener le téléphone dans les écoles, Internet dans les écoles, donner des communications privées à la haute administration avec le redéploiement de l'administration dans le pays que le ministre de l'administration est en train de réaliser. Le développement de nos contrées passe aussi et surtout par le développement des moyens de communication. La mise à disposition des NTIC est un des volets importants dans le rapprochement des administrations des administrés. Direction CAI, installation mercredi dernier de 2910 filles et femmes âgées de 15 à 30 ans dans la région donc de CAI dans les activités génératrices de revenus comme la saponification, la teinture, la coiffure, le petit élevage des caprins, la restauration, la transformation agroalimentaire, le petit commerce et le moulin multifonctionnel. L'initiative permettra aux différents bénéficiaires d'être autonomes et de participer pleinement au développement socio-économique de leurs différentes localités. La cérémonie de lancement était présidée par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de CAI, une cérémonie suivie par Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Nous sommes vraiment très heureuses. Nous promettons de faire bon usage du matériel reçu. Comme Kan Diallo Aïché Sanogo, 2909 autres filles et femmes âgées de 15 à 30 ans seront progressivement installées dans des activités génératrices de revenus à travers les régions de CAI et de Kita. Cela à la faveur des activités de la deuxième phase du sous-projet autonomisation démarré dans le deuxième trimestre de 2022 et qui enregistre déjà des résultats satisfaisants. Dadjo Konare, président de l'ONG ADR. Le groupement des femmes installées en Savonnerie à Dibatoumanéa, à Baflabé, détient aujourd'hui dans sa caisse plus de 600 000 francs CFA de bénéfices après juste 2 mois d'activité. Le groupement féminin installé à Kirané a plus de 500 000 francs. L'ensemble de ces activités ont été réalisées dans une parfaite collaboration avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Cette initiative vient ainsi renforcer les actions du gouvernement malien dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Fatoumata Diallo, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de CAI. Les moyens sont limités et nous ne pouvons pas aller loin sans ces ONG-là. Donc notre rôle, c'est de les accompagner et aussi ils nous accompagnent, on se complète sur le terrain pour être avec ces dames, ces bénéficiaires aujourd'hui. Bouakari Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de CAI. Cette nouvelle phase du projet contribue à l'atteinte des objectifs du Mali visant à maîtriser le rythme de la croissance démographique et capitaliser ainsi sur sa population en matière d'éducation et de santé, ainsi que les opportunités économiques pour les femmes. Rappelons que l'installation des 2910 filles et femmes âgées de 15 à 30 ans dans les activités génératrices de revenus coûtera à l'ADR et son partenaire du projet Suède 261 900 000 francs CFA. CAI, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Sur un autre plan, en troisième région, l'Institut universitaire de développement rural de Sikasso sera opérationnel en janvier 2024 avec près de 300 étudiants pour 3 filières de formation. Il s'agit du génie rural, du machinisme agricole et de la construction mécanique.
des technologies alimentaires. Les parties prenantes sont réunies à la faveur d'une rencontre d'information sur l'opérationnalisation de l'université. Compte rendu sur place, Moussokoro Sérémé, Amadou Doulou. Avec une population estimée à 4 500 000 habitants, l'ancienne région administrative de Sikasso est le deuxième bassin de production de bacheliers après le bloc Bamako-Kolikoro, en plus de sa vocation agro-silvopastorale et fruitière par excellence. Réunis autour des mêmes objectifs, ils sont enseignants-chercheurs, chefs de services régionaux, organisations de la société civile et des projets-programmes, autorités administratives, politiques et coutumières, à participer à cette rencontre d'information relative à l'opérationnalisation de l'Institut universitaire de développement rural de Sikasso. Professeur Badja Djourti, coordinateur des activités de l'opérationnalisation de l'Université de Sikasso. Les 3 filières de formation que la mission universitaire de Sikasso a prévues pour l'Institut universitaire de développement rural sont le machinisme agricole, la construction mécanique, le génie rural, les technologies alimentaires. Pour cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte recruter entre 200 et 300 étudiants. Les populations de Sikasso accueillent favorablement cette opérationnalisation qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ce cadre est une occasion pour les participants de s'édifier sur le démarrage effectif des cours, les conditions d'accès des détenteurs de maîtrise désirés enseigner au supérieur, la capacité d'accueil de l'Institut pour un début et les sites devant recevoir les étudiants. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Les domaines, la mention et les spécialités filières de formation de l'UDR sont en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques de développement définies par le plan stratégique de développement régional, le PSDR. Les spécialités de formation prévues contribueront sans doute à valoriser les filières agricoles. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Cet institut va représenter un pilier fondamental pour le développement où se forgent les compétences et les idées qui façonneront l'avenir de notre région et de notre pays. En prélude à cette rencontre, les techniciens et enseignants-chercheurs ont échangé pendant 3 jours sur les stratégies d'élaboration de la maquette et des syllabus de la future université dans la dynamique de doter l'Institut des instruments nécessaires pour son opérationnalisation à l'horizon janvier 2024. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. Et si à Bamako, un peu plus de 12 milliards et demi de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'ORTM adopté hier lors des travaux de la 53e session du conseil d'administration de la structure. Les administrateurs ont également donné leur quitus à la mise en œuvre des grilles radio et télé 2024 et au projet du programme d'activité 2024. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Al-Kaidi Omar Touré, qui a donc présidé les travaux. Reportage Mamari Kone. Cette 53e session du conseil d'administration de l'Office des radios-télévisions du Mali ORTM se tient dans un contexte de crise marqué par d'énormes perturbations dans l'économie nationale. Des perturbations qui ont eu un impact négatif sur les activités de l'Office, se traduisant du coup par une baisse substantielle des ressources propres. Al-Kaidi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Malgré un contexte aussi difficile, l'espoir est permis de voir bientôt la future maison de la radio-télévision opérationnelle. En effet, les travaux du chantier de construction se poursuivent normalement. La volonté politique des autorités de la transition de mener à bien ce chantier n'est plus à démontrer. L'augmentation croissante de la part du budget alloué au budget spécial d'investissement, qui passe de 700 millions à 1 milliard de francs CFA, est une illustration la plus parfaite. À ces efforts du gouvernement, il faut ajouter la retransmission de 2 événements sportifs majeurs que sont la Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie et de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La retransmission à la télévision nationale de ces 2 compétitions majeures doit coûter à l'État plus de 650 millions de francs CFA. En 2024, les défis ne manqueront pas à l'Office. Il s'agit notamment de la diversification des ressources et dans cette perspective, on aura en ligne de mire la mise en œuvre des textes de la redevance radio et télé et l'appurement des arriérés dus à l'ORTM par ses partenaires. Et pas seulement.
Al-Qaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Au nombre des défis, on retient également la mobilisation sociale et la couverture médiatique des actions de sécurisation et de pacification du territoire et des populations entamées par l'armée nationale depuis plusieurs années et qui ont enregistré des succès éclatants et historiques ces derniers jours dans les régions du nord de notre pays. De la même manière, je souhaite que l'ORTM continue d'accompagner l'État dans les efforts de renforcement de sa présence et de retour des services sociaux de base dans les régions où les populations ont souffert de cette absence. Il s'agira aussi pour l'ORTM de fournir un travail de qualité pour contrer la campagne d'intoxication orchestrée contre notre pays. C'est-à-dire donc que 2024 ne sera pas du tout repos. Les activités programmées s'articulent principalement autour des actions ci-après. Le développement d'une politique de production et de diffusion de programmes radio-tv en rapport avec les objectifs de développement socio-économique de notre pays, l'accompagnement des autorités de la transition dans la mise en place des réformes politiques et institutionnelles, la promotion de la diversité culturelle et des langues nationales, l'amélioration de la qualité des programmes radio et télévision. Le budget prévisionnel 2024 s'élève à un peu plus de 12,5 milliards de francs CFA, dont 38% des ressources propres et 62% de subventions de l'État. Quant aux grilles radio et télé 2024, elles ne changent pas fondamentalement. L'organisation de débats contradictoires sur les grandes questions de la nation, la valorisation des langues nationales et pour la sensibilisation et l'éducation citoyenne des populations. L'explication de l'action gouvernementale à nos concitoyens devrait occuper une place de choix dans les programmes radio et télévision. Le volume horaire de diffusion lui restera inchangé sur les différents médias. À l'entame des travaux, le président du conseil d'administration a fait observer 1 minute de silence à la mémoire des 2 membres du conseil et de tous les agents qui nous ont quittés en 2023. L'actualité hors de nos frontières pour les élections présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal. 79 candidats ont officiellement déposé leur dossier au Conseil constitutionnel dans l'attente de leur validation à l'issue d'une opération de contrôle, notamment du parrainage. Mais déjà à Dakar, on épilogue sur la possibilité d'écarter certains candidats et pas des moindres. Outre le cas Ousmane Sonko, l'un des leaders de l'opposition, d'autres candidatures sont à surveiller. Il est le premier dont la candidature fait débat. Ousmane Sonko en prison et radié sur les listes électorales est pourtant dans la course. La volonté affichée par le farouche opposant de briguer le mandat présidentiel s'est heurtée jusqu'ici à de nombreux obstacles. Sa réintégration sur le fichier électoral est toujours suspendue malgré une décision de la justice sénégalaise. Ousmane Sonko a pourtant déposé son dossier, mais sans, selon certains juristes, 2 pièces indispensables: les fichiers de parrainage dont on lui a refusé le retrait et l'attestation de versement de sa caution d'environ 35 millions de francs CFA. Il ne sera pas le seul puisque Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, exilé au Qatar, devrait également prouver sa nationalité sénégalaise exclusive alors qu'on lui prête une double nationalité franco-sénégalaise par sa mère. De son camp, on persiste à dire qu'il est exclusivement sénégalais. Khalifa Sall, un autre opposant et ancien maire de Dakar, fait aussi l'objet de toutes les attentions après sa condamnation en mars 2018 à 5 ans de prison et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA pour détournement des deniers publics. Ses proches annoncent qu'il s'est acquitté et après avoir été gracié de cette obligation au motif de rejet d'une candidature selon le code électoral sénégalais. Il demeure que seul le Conseil constitutionnel pourra dire qui, parmi les 79 candidats déclarés, sera dans la shortlist des candidats officiels vers le 20 janvier 2024. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats des élections générales qui se sont tenues la semaine dernière. Parmi les nombreuses missions d'observation électorale déployées pour ces processus, l'une des plus importantes est celle du regroupement des églises catholiques et protestantes appelée Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Elle a rendu hier ses premières conclusions dans un rapport préliminaire. Le peuple congolais a encore une fois été au rendez-vous de son histoire par ces mots solennels. L'abbé Donatien Ncholet
de la CENCO a entamé donc les conclusions de ce rapport préliminaire. Il note l'engouement des électeurs en dépit des incidents et du vote qui s'est étalé sur plusieurs jours. La mission s'interroge notamment sur la légalité de ce délai. Elle évoque aussi des irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. La CENCO demande à la CENI de clarifier si ces dernières sont à même de compromettre le processus. Selon Donatien Cholet, le secrétaire général de la CENCO, beaucoup de points posent encore question. La page des sports, c'est tout de suite. La Fédération malienne de handball organise ce samedi à l'INGS près du stade 26 mars de Rimadio le challenge Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. La commission de mobilisation générale pour la CAN 2023, en collaboration avec le groupe Ouara, tient du 1er au 3 janvier une semaine culturelle. L'objectif est d'amplifier la mobilisation citoyenne pour accompagner les Aigles à la CAN 2023, championnat national de Ligue 1. La 11e journée s'est achevée hier avec la victoire 2-1 du leader AS Real de Bamako face à son dauphin Boukouba. Le développement de l'actualité sportive avec Fotiki Tunkara. Match au sommet de cette 11e journée du championnat national de Ligue 1 malienne de football, la bataille pour la première place entre le leader Real de Bamako et son dauphin Boukouba a été remportée par les Scorpions champions en titre qui l'emportent 2-1 sur les promus de l'US Boukouba, jeune loup aux dents longues, qui avait pourtant ouvert le score dès la 12e minute de jeu par Issa Djigiba. Les Scorpions s'accrochent et égalisent à la 21e minute de jeu par Rai Sissé avant de reprendre l'avantage au score à la 27e minute de jeu par Cheikh Okeita. Le Real de Bamako renoue ainsi avec la victoire après 4 nuls d'affilée. Les Scorpions mettent du coup fin à la belle série de l'US Boukouba qui n'avait plus perdu de match depuis la 2e journée défaite des 0 face au Djolba AC le 6 novembre dernier. Le rappel des autres résultats de cette 11e journée, les COB a perdu 1-0 contre les 11 créateurs de Niadla, 1-0 devant l'USFAS. ATS de Koro s'est imposé 1-0. On fait match nul 0-0. AC a gagné contre ASCO 1-0. Le match Stade Malais de Bamako, AS Black Stade de Badalabougou n'est pas à son terme. La rencontre a été interrompue dans les temps additionnels suite à l'envahissement du terrain par les supporters du stade contestant un penalty alors que le score était de 0-0. Du handball à présent avec le challenge Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali, organisé par la Fédération malienne de handball. Cette compétition qui regroupera une journée durant 5 équipes féminines et 5 formations masculines des de Bamako se tiendra ce samedi. Le commissaire colonel Amadou Chérif Tunkara. En tout cas, il s'agit là de susciter l'engouement autour du handball dès la rive gauche et la rive de Bamako pour une journée de handball du matin au soir. Dans la mouvante la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali amplifie la mobilisation autour des Aigles. La commission de mobilisation générale pour la CAN 2023, en collaboration avec le groupe Ouara, organise les 1er, 2 et 3 janvier une semaine culturelle. L'objectif est d'amplifier la mobilisation citoyenne pour accompagner les Aigles à la CAN Côte d'Ivoire 2023 dans une ferveur populaire. L'annonce a été faite ce jeudi par l'artiste Mamadou Damele Didabara au cours d'une rencontre avec les hommes des médias, vecteurs de relais d'information. Il avait à ses côtés la présidente de la commission nationale de mobilisation pour la CAN 2023, le compte rendu de notre reporter Dauda Kone. Cette semaine culturelle servira de cadre pour mobiliser les Maliens à soutenir les Aigles du Mali pour une bonne participation à la CAN. Mamadou Dambele Didabara, artiste. Ce soutien n'est pas pour les Aigles seulement, c'est pour la à travers Cet accompagnement de l'artiste est accueilli avec joie par la commission en charge de la mobilisation pour la CAN 2023 à travers sa présidente, Khadija Av, présidente de la commission nationale de mobilisation pour la CAN 2023. Je ne peux même pas exprimer la joie que j'ai vis-à-vis des artistes. Mais il faut seulement noter que depuis le début de la commission, depuis la mise en place de la commission, les artistes nous accompagnent.
édition et en mise en onde de Mamadou Bédialo. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Présentation Koji Sibi, Cheikh Oumar Traoré pour la mise en ligne. Nous vous souhaitons une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.